Salut tout le monde, bienvenue dans Tour d'Europe, votre émission sur l'actualité du football européen à retrouver chaque semaine ici même sur la chaîne YouTube d'Eurosport France. Je suis Arthur Merle et je suis ravi de vous retrouver une nouvelle fois pour un programme qui, vous allez voir, est coincé entre le championnat et la trêve internationale qui nous attend. On commencera avec la Ligue 1, victoire notamment de l'AS Monaco sur la pelouse de Lyon. Et il y a un joueur qui a retenu notre attention, c'est Marnès Akliouche, l'excellent Akliouche ces dernières semaines, qui sera en équipe de France avec Didier Deschamps cette semaine. Sera-t-il à la Coupe du Monde? On va décortiquer un petit peu son cas avec Elton Mokolo. L'Angleterre ensuite et un autre international français qui nous intéresse, celui de Crystal Palace, Maxence Lacroix, défenseur central appelé pour pallier la blessure de William Saliba. Que vaut-il depuis son arrivée en Angleterre? On posera la question à Philippe, en plus du débrief évidemment de la victoire de Manchester City en finale de League Cup et puis d'un Tottenham qui s'enfonce de plus en plus vers la crise. Un mot d'Espagne ensuite et de ce derby remporté par le Real contre l'Atlético, 3-2. Excellent Vinicius, excellent Real Madrid, tout ça sans un Kylian Mbappé, encore une fois remplaçant après sa blessure. Le Real est-il meilleur sans Mbappé? C'est une question qui continue d'être posée en Espagne et on va en parler avec Anna Caro. Et enfin, pour terminer, l'Italie qui retient son souffle avant la demi-finale de barrage pour la Coupe du Monde entre l'Italie donc et l'Irlande du Nord. Ce sera jeudi. Comment est-ce que la Nazionale prépare ce match? Comment Gennaro Gattuso prépare ses troupes? On va décortiquer tout ça avec Guillaume Pacini. Voilà pour le programme. Le rappel, c'est toujours le même. En plus de l'intégrale de l'émission sur YouTube, vous aurez les meilleurs moments en petites pastilles vidéo sur le site d'eurosport.fr. Vous avez le programme et le rappel. On est bon, c'est parti. Allez, on lance ce tour d'Europe comme chaque lundi avec la Ligue 1, notre Ligue des talents qu'on aime tant, et on rejoint notre spécialiste du foot français, Elton Mokolo. Salut Elton, est-ce que tu as apprécié ton week-end de Ligue 1? Bonjour Arthur, bonjour à tous. Et évidemment que j'ai apprécié ce week-end de Ligue 1, un week-end de Ligue 1 qui a été riche en buts, riche en informations et un petit peu de nostalgie. Bon, même si on va les quitter seulement quelques jours parce qu'il y a la trêve internationale, Ouais. parce qu'il y a l'équipe de France. Et quand ils vont revenir, il y aura toujours des enseignements, que ce soit dans le haut du tableau comme dans le bas du tableau. Faisons déjà un petit pas de côté pour parler de la retraite annoncée par Dimitri Payet, la retraite internationale, oui, mais surtout la retraite tout court de Dimitri Payet, annoncée donc à la mi-temps de Marseille-Lille, très ému, l'ancien milieu de terrain offensif de l'OM. Qu'est-ce que ça t'évoque, toi, la retraite de Payet, et surtout qu'est-ce que tu retiens de sa carrière? Bah, écoute, Arthur, si je devais mettre un mot pour qualifier Dimitri Payet, je mettrais bien évidemment artiste. Ouais. Artiste qu'on a vu du côté de Nantes, son club formateur, ensuite Lille de manière très épisodique, avant d'aller dans le club de sa vie, le club où il était amoureux, l'Olympique de Marseille, où il y a eu des hauts, où il y a eu des bas, où Dimitri Payet a été clivant. Et tout le monde s'accordera à dire que ça a été un joueur qui a montré ses talents d'artiste, qui a diffusé son talent sur tous les terrains de Ligue 1. Il y aura cette frustration de ne pas avoir remporté un titre avec le club de sa vie. Mais toujours est-il que pour nous autres amateurs, amoureux de cette Ligue 1, évidemment, Dimitri Payet nous aura accompagnés durant cette quinzaine d'années et que sa retraite est quand même bien méritée. C'est l'occasion de parler de ce Marseille-Lille qui nous intéressait énormément. Victoire 2-1 du LOSC au Vélodrome, ça a un petit peu gâché la fête, complètement même. Grosse réaction des Lillois après leur élimination en Ligue Europa. En revanche, pour l'OM, un vrai coup d'arrêt. Ça va être compliqué jusqu'au bout et surtout, ce match, il vient dire que ça va être très très chaud jusqu'au bout en haut de tableau. L'Olympique de Marseille n'a pas de marge, très clairement. Quand l'Olympique de Marseille voit l'Olympique Lyonnais perdre à domicile contre l'AS Monaco, l'Olympique de Marseille a une occasion justement d'accroître son avance et de se donner un matelas de sécurité avant d'attaquer la dernière ligne droite, le sprint final. Mais même en menant face à Lille, ça a été une performance qui a été globalement mauvaise, parce que Lille, depuis la première minute, a été vraiment la meilleure équipe dans la circulation de balles, dans le pressing, tandis que du côté de l'Olympique de Marseille, tout était fait de manière beaucoup plus forcée, de manière plus saccadée, il y avait très peu de rythme. Et au final, il y a le but, l'ouverture du score d'Ethan Nwaneri,
qui est un fait pour moi isolé sur la première période. Alors oui, en seconde période, il y a Gouiri qui essaye d'activer des choses, mais c'est plus des tentatives isolées qu'une performance Ouais. collective maîtrisée. Et au final, Lille s'impose sur un but d'Olivier Giroud. Donc pour moi, c'est un résultat qui est encore une fois mérité pour le LOSC et qui permet de faire un sacré rapproché dans la perspective, pas seulement de la course au top 4, mais aussi de la course au podium. Autre match très important dans cette course au podium ou au top 4, cette victoire de Monaco à Lyon, 2 buts à 1. Un peu le même scénario, Lyon qui menait 1-0 et qui se fait renverser. Là, pareil, ça vient confirmer deux dynamiques, celle d'un Lyon qui n'en finit plus de chuter et celle d'un AS Monaco qui est en train d'effectuer une remontada au classement absolument incroyable. Le match drama de cette journée de Ligue 1, on le savait, on l'attendait ce dimanche 15h. Lyon-Monaco, Lyon qui avait la possibilité de laisser à 7 points à l'AS Monaco, Lyon qui a ouvert le score, et je trouve de manière méritée. Ensuite, il y a cette fameuse bascule avec l'Olympique Lyonnais qui a cette balle de 2-0 avec Henrik et qui, dans la continuité, encaisse le but de un partout. Et dès lors, on avait un Monaco qui, pour moi, était globalement supérieur, qui a mis plus de rythme, qui a eu des occasions et qui a eu enfin ce penalty avec le but de Balogun. Donc, c'est une occasion ratée pour l'Olympique Lyonnais qui confirme ses difficultés. Dernière victoire, toute compétition confondue. C'était en février dernier, c'était le 15 février dernier. Tandis que du côté de l'AS Monaco, on est sur une improbable remontada parce que moi, sincèrement, début janvier, je les voyais absolument pas en Ligue des Ouais. Champions. Et il se trouve que entre le surplace de ses poursuivants et surtout euh, une remontée grâce à des victoires consécutives. Je rappelle, Monaco a quand même gagné sur le dernier mois au Parc des Princes et au Parc OL. Donc ce sont des performances de choix. Monaco est de nouveau dans la course du top 4 et peut rêver à nouveau de la Ligue des Champions. Si Monaco peut rêver, c'est notamment grâce à un joueur, l'un de ses meilleurs joueurs, Marnès Akliouche, qui faisait pas forcément une saison grandiose jusqu'à il y a quelques semaines. Il était critiqué, parfois à juste titre. Là, on voit un Akliouche bien différent, qui fait la différence dans les grands matchs, buteur et obtient un penalty contre Lyon, notamment dimanche. Il avait été excellent lors de tous les matchs contre le PSG. Il sera en équipe de France cette semaine. C'est l'occasion un petit peu de le situer dans cette hiérarchie des attaquants bleus. Où est-ce que tu le mets, toi, par rapport à tous ces joueurs offensifs? On sait que le secteur offensif des Bleus est très garni. Où est-ce que tu le situes, toi, Kliouche, au milieu de tout ça? Pour moi, aujourd'hui, il est dans l'antichambre des joueurs offensifs de l'équipe de France pour aller au mondial. Parce que oui, il a été sélectionné, il a été appelé, mais ça tient plus aux faits circonstanciels à partir du moment où il y a eu notamment la blessure de Bradley Barcola. Et je Ouais. pense que c'est les joueurs qui auraient fait les frais justement d'une possible d'une sélection de Bradley Barcola. Et toujours est-il que pour moi, Marnès Akliouche est en train de se construire le trimestre le plus important de sa vie, les 3 mois les plus importants de sa carrière footballistique, dans la mesure où il y a plusieurs objectifs, à savoir aller en Coupe du Monde, aller sur sa première Coupe du Monde avec l'équipe de France et se construire un très beau transfert parce que c'est un joueur qui a globalement déçu, mais forcé de constater depuis plusieurs semaines et même depuis un gros mois de compétition, et c'est un Kliouche qui est meilleur. On l'avait déjà vu à l'occasion des barrages de Ligue des Champions contre le PSG. On aurait pu penser que ça allait être justement un fait circonstanciel, mais derrière, il a repris sa marche en avant du côté de la Ligue 1, l'exercice hebdomadaire, l'exercice quotidien. Et là, on a un joueur qui a été récompensé par son but très important au Parc OL et qui est en train de finir de la plus belle des manières. Est-ce que ce sera suffisant pour que Didier Deschamps l'emmène en Coupe du Monde? Je n'en suis pas persuadé, mais en tout cas, il donne des mots de tête à son sélectionneur. Il a fêté sa première apparition en septembre, premier rassemblement pour lui en septembre. Depuis, il a quand même été de tous les rassemblements des Bleus qui ont suivi. Alors, il y a eu beaucoup d'absents, etc. Mais est-ce que tu penses qu'avec cette régularité, s'il continue ses performances aussi comme ça contre Monaco, et surtout s'il est bon durant ce rassemblement, est-ce que finalement ça ne peut pas suffire à finir de convaincre Deschamps? Évidemment que ça peut suffire. Ça peut suffire à partir du moment où, comme tu l'as évoqué, il a été sur les listes, et, il a été disponible. Et ça, pour moi, c'est Ouais. quelque chose qui est très important. Le fait d'être disponible, le fait d'avoir été aussi décisif, ça, faut pas l'oublier avec l'équipe de France. Et aussi, le fait d'être dans la vie de groupe, qui est très importante, très chère aux yeux de Didier Deschamps.
Tout ça, ça peut aider Marnès Akliouche au moment de valider son strapontin du côté des États-Unis. Donc c'est pour ça que pour moi, Akliouche a des atouts pour justement rester, se fidéliser dans ce groupe équipe de France pour la Coupe du Monde. Et on ne sait jamais. De toute façon, il peut toujours y avoir des indisponibilités de dernière minute pour le mondial qui peuvent lui profiter. Et entre ce qu'il fait sur et en dehors du terrain, tout du moins ces dernières semaines, Akliouche est clairement un prétendant pour aller au mondial américain, nord-américain. On va suivre évidemment ses prestations s'il a l'occasion de jouer de très très près cette semaine. On rebascule pour terminer sur la Ligue 1. On finit un petit peu de balayer l'actualité de ce week-end. Le PSG, vainqueur facile à Nice, il faut qu'on en parle évidemment parce que ça avait été parfois un peu plus irrégulier en Ligue 1 ces derniers temps. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette victoire plutôt facile pour Paris? Ouais, ça a été une victoire acquise avec beaucoup d'autorité qui valide une très belle semaine. On est quand même sur 7 buts inscrits par le PSG à l'extérieur. Dans un premier temps à Londres avec ce 3-0, dans un deuxième temps ce 4-0 contre Nice. Alors oui, il y a notamment le rouge d'Iachimé qui a accru la supériorité du PSG. On a vu un champion de France, un champion d'Europe qui a été globalement très studieux, qui a fait le travail, qui s'est pas relâché sur un post-match Ligue des Champions. Et je dis ça, l'année dernière, même si c'était d'autres considérations, le PSG avait perdu 2 points face à l'OGC Nice. Là, il en a rien été. Alors oui, c'est vrai que les locaux sont dans un championnat qui est très difficile, 15e de Ligue 1. Mais le PSG devait reprendre cette place de leader au RC Lens, même s'ils avaient 2 matchs en moins au moment justement d'entrer sur la pelouse. C'est une belle opération pour le PSG avant d'arriver encore une fois sur la dernière ligne droite, une dernière ligne droite où il faudra bah, revalider son titre de champion de France et aller encore une fois loin en Ligue des Champions, demi-finale, voire nouveau titre de champion d'Europe. Toute petite parenthèse pour terminer, mais qu'est-ce que tu as pensé de Nuno Mendes comme ailier gauche? Il a été titularisé ailier gauche par Luis Enrique, même si après ça a bougé pendant la rencontre. Écoute, Arthur, ça a mis en valeur ses qualités de footballeur. Pour moi, Nuno Mendes est un meilleur footballeur que latéral gauche. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je grossis le trait? Parce que, en fait, Nuno Mendes, peu importe où il pourrait être utilisé, il pourrait être un joueur déterminant. Et j'ai même envie de te dire, le limiter à ce rôle de latéral gauche, c'est pour moi faire injure à sa carrière, parce qu'on a déjà vu être déterminant, décisif dans un autre poste que latéral gauche. Je n'oublie pas le match contre Strasbourg, où il est 8 heures en tant qu'ailier gauche. Et là, ce joueur polyvalent, ce joueur tout-terrain qui est capable de faire des différences, et c'est totalement le portrait robot du footballeur que veut Luis Enrique. Luis Enrique il parle souvent plus, notamment de joueurs que de position. Il adore cette notion de polyvalence. Luis Enrique a été un formidable joueur qui était très polyvalent. Et dans Nuno Mendes, comme dans d'autres joueurs, comme Joao Neves par exemple, qui peut être latéral, comme d'autres joueurs comme Zaïre Emery, qui peut être aussi bien milieu de terrain que latéral droit, cette polyvalence, elle est mise en avant. Et samedi, c'est Nuno Mendes qui a été, encore une fois, très important dans un autre rôle que latéral gauche. Encore une fois, ça met en avant ses qualités d'extraordinaire footballeur. Bon, je t'ai pas interrogé, Elton, sur ce PSG Liverpool à venir, mais on aura l'occasion évidemment de le faire dans les semaines à venir. Quart de finale de Ligue des Champions, très attendu. Merci beaucoup en tout cas pour tes analyses sur tous les sujets qu'on vient d'évoquer. On te laisse ici, on te retrouve lundi prochain et puis nous, on va aller rejoindre Philippe Auclair en Angleterre. Merci Elton, salut. Allez, poursuivons ce tour d'Europe du côté de l'Angleterre. On a beaucoup de choses à se dire. Foot de club, foot de sélection. On accueille pour ça notre spécialiste du foot de l'autre côté de la Manche, Philippe Auclair. Salut Philippe, j'espère que le week-end s'est bien passé en Première Ligue et en Angleterre plus généralement, puisqu'il n'y avait pas que de la Première Ligue ce week-end. Le gros match du week-end, c'était cette finale de League Cup entre Manchester City et Arsenal. Victoire 2-0 de Manchester City. Raconte-nous un petit peu ce match. Je crois savoir qu'il y a des choix, notamment de Mikel Arteta, qui ont un petit peu fait parler. Voilà, on a envie de savoir un petit peu ce qui s'est dit autour de cette rencontre. Oui, il s'est dit beaucoup, beaucoup de choses autour de cette rencontre. Alors, la rencontre elle-même, c'est pas très compliqué. Un match demi-temps très contrasté, avec Arsenal qui réussit une excellente entame de rencontre, avec James Trafford, le gardien suppléant de Donnarumma, qui fait un triple arrêt absolument superbe
dans les toutes premières minutes de la rencontre. Arsenal qui contrôle la première période sans se créer énormément d'occasions très franches. Et puis deuxième mi-temps, changement de décor absolument complet, où là c'est Manchester City qui est le boss et qui très 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 logiquement inscrit ces 2 buts, même si les circonstances dans lesquelles le premier de ces 2 buts en particulier est inscrit a fait que l'on parle peut-être un petit peu moins de la qualité de la performance de Manchester City que des choix de Mikel Arteta auxquels tu faisais allusion. Et bien évidemment, le plus important de ces choix, c'était celui du gardien. Pendant toute la saison, en Coupe de la Ligue, c'est Kepa, l'ancien gardien de Chelsea, hein, qui avait été le titulaire dans le but d'Arsenal et pas David Raya, de la même façon que c'était Trafford pour Manchester City et pas Donnarumma. La différence, c'est que Kepa fait une erreur absolument, une bourde absolument monstrueuse sur l'ouverture du score où il laisse retomber un ballon qu'il aurait dû capter sans moindre problème et que bon, tout découle de là et que du coup, évidemment, beaucoup de critiques se tournent vers Mikel Arteta pour demander mais pourquoi est-ce qu'il avait fait ce choix. Et je te dirais une chose, c'est que moi-même, je participais à un podcast sur les Gunners il y a une semaine de cela et j'avais dit, et on était d'accord d'ailleurs avec les copains, que le choix du gardien serait absolument essentiel et qu'il y a une Ouais. telle différence de classe entre Kepa et Raya, parce que Raya est maintenant peut-être tout simplement le meilleur gardien de Première Ligue et l'un des meilleurs gardiens du monde. Je pense qu'on peut le dire maintenant Ouais. sans passer pour être ridicule, hein. Et en l'occurrence, la différence de niveau entre les deux, parce que le problème, c'est pas seulement que Raya est un meilleur gardien pour ce qui est de défendre sa cage, pour ce qui est de protéger sa surface, d'exercer de l'autorité, mais il a également bien meilleure distribution de balles. Et c'est lui qui est le patron de cette défense avec Gabriel et Saliba. Et là, tu as dû voir hier le fait que Kepa, lorsqu'il avait le ballon, il ne savait pas quoi en faire. Et Ouais. qu'on a eu ces séquences surréalistes où il était là pendant, je crois que le délai le plus long, ça a été 36 secondes. 36 secondes, le pied sur le ballon, ne sachant pas à qui il allait le passer. Et du coup, bien évidemment, il y a énormément de critiques qui se tournent vers Mikel Arteta en disant qu'il avait fait le mauvais choix. Puis il y a d'autres choix qui ont également appelé, comment dire, des critiques. Des sélections, les remplacements également, parce qu'il est évident qu'il y avait certains de ces joueurs qui étaient complètement mais cramés Ouais. et qui auraient pu avoir le fait de préférer Hincapié à Calafiori, surtout quand tu vois la montée au jeu de Calafiori et l'impact qu'il a immédiatement toute fin de rencontre, tu te dis, oulala, c'était un choix encore bizarre. Et du coup, tu as l'impression qu'Arteta est passé au travers de cette finale. Mais pour ce qui est du score et pour ce qui est du verdict rendu par le terrain, il n'y a absolument aucun doute que Manchester City était très largement supérieur. Alors maintenant, savoir quelles vont être les conséquences sur le reste de la saison d'Arsenal. Je pense que la trêve internationale arrive à pic, en l'occurrence, pour que Mikel Arteta et ses hommes réfléchissent un petit peu à la suite de la saison. Ouais, effectivement, parce que le sprint final va évidemment être très agité en Ligue des Champions Oui, comme en Première Ligue. On aura l'occasion d'en reparler, bien évidemment. Il y a une autre équipe à qui la trêve internationale pourrait faire le plus grand bien, c'est Tottenham. Philippe, Tottenham qui s'enfonce dans une crise interminable. Tottenham battu à domicile par Nottingham ce week-end, 3-0. Nottingham qui passe donc devant Tottenham au classement. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh ben, ça veut oui. dire que les Spurs, ils sont les premiers non relégables en Première Ligue avec un petit point d'avance sur West Ham. Philippe, est-ce qu'on a plus de chances selon toi de voir Tottenham descendre ou se maintenir là avec la dynamique actuelle? Alors, si jamais Igor Tudor demeure l'entraîneur de Tottenham, je pense qu'il y a en effet une bonne chance pour que Tottenham descende, parce que son impact a été réel. Tu sais, on dit toujours que c'est un entraîneur d'impact, Tudor. Mais l'impact est absolument indéniable. Le problème, c'est que c'est un impact catastrophique. Et Ouais, que tu vois un petit peu la façon dont cette équipe de Tottenham a joué ce match et géré ce match, mais c'est absolument hallucinant. Et il y a eu ils ont la peur au ventre, c'est évident. Le public a la peur au ventre. L'entraîneur ne sait pas ce qu'il fait. Quand tu regardes l'effectif, mais tu regardes même l'équipe qui avait été choisie par Tudor pour jouer contre Nottingham Forest à domicile, tu regardes à travers les lignes, tu te dis, ça a de la gueule, quoi. Je veux dire, ouais, tous les joueurs de Tottenham sont des internationaux, sur le banc également. Tu as des joueurs qui sont là, bon, nous on connaît bien Matistel, bien évidemment, ou Kolo Muani. Et
Xavi Simons, on regarde, on se dit c'est quand même pas possible que cette équipe-là se retrouve dans une situation pareille. Et en fait, tout simplement, c'est que les roues sont parties du wagon et qu'il n'y a absolument pour l'instant aucune solution qui vienne à l'esprit, si ce n'est le fait que Igor Tudor est devenu un obstacle. Il était censé être l'entraîneur, tu vois, qui donne un coup de fouet, qui réveille ses joueurs, et en fait, l'impact a été complètement inverse. Et tu vois aujourd'hui une équipe de Tottenham qui paraît désemparée, une équipe qui produit un tout petit peu de jeu par bribes, mais à chaque fois, tu sens dans le dernier geste qu'il y a presque la peur de gagner, qu'il y a une telle tension dans cette équipe que rien ne peut fonctionner. Et tu regardes un petit peu ce qu'il leur reste comme match à jouer. Prochain match, donc c'est déplacement à Sunderland, ça ne va pas être une partie de plaisir. Ensuite, ils reçoivent Brighton et qui se bat pour une place en Europe. Ensuite, ils vont vers les Wolves, chez les Wolves, qui jouent très bien en ce moment, qui ont battu Villa, qui ont battu Liverpool, qui ont fait match nul contre Arsenal, qui se battent également. Bon, eux, ce serait un miracle s'ils arrivaient à se sauver. Ensuite, ils vont à Villa, qui se bat pour une place pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Puis ils reçoivent Leeds United, qui était peut-être un petit peu plus facile, entre guillemets. Puis c'est Chelsea, puis c'est Everton. Ouf, tu te dis, mais où est-ce qu'ils vont prendre des points? Parce que la dernière victoire de Tottenham, c'était sur Crystal Palace le 28 décembre. Ça commence à dater un petit peu. Et tu regardes les résultats depuis, bon, c'est catastrophique. Je crois que Igor Tudor, c'est 1 point sur 15 en Première Ligue depuis qu'il est arrivé. Donc en effet, c'est tout à fait possible. Ça ne serait pas la première fois qu'une équipe qu'on dit grande équipe descendrait à l'étage du dessous, malgré la qualité de l'effectif. Mais bon, le problème est un problème de gestion, le problème est un problème de management au sein du club, de priorité donnée au commercial plutôt qu'au sportif, de choix d'entraîneur absolument ridicules, d'un recrutement critiquable, des joueurs de qualité, mais peut-être pas ceux dont on avait besoin vraiment chez les Spurs. On peut continuer la liste comme ça très longtemps. Et moi, quand j'en parle avec mes copains qui sont supporters des Spurs, ils se préparent au pire. Ah oui, là, il y a vraiment de quoi. Et comme tu le dis, le problème est peut-être plus global parce que les entraîneurs changent, les joueurs aussi. Oui. Mais ça fait quand même. On rappelle aussi que la saison dernière, Tottenham finit à la place de premier non relégable en fin de saison, avec de la marge, certes, mais quand même. Donc ça commence effectivement à faire tâche. À faire beaucoup, oui. Philippe, on a envie d'avoir ton avis sur un international français dont on ne parle pas toutes les semaines en Première Ligue. C'est pas le plus médiatisé. C'est Maxence Non. Lacroix, défenseur central de Crystal Palace. Pourquoi on veut t'en parler? Parce que William Saliba a déclaré forfait pour le rassemblement de l'équipe de France cette fin de mois de mars. C'est donc Lacroix qui a été appelé par Didier Deschamps pour le remplacer. On a des chances de le voir fêter ses premières sélections. On a tout simplement envie de savoir comment ça se passe pour Maxence Lacroix en Première Ligue. On rappelle son parcours rapidement. C'était formation au FC Sochaux, un passage en Bundesliga du côté de Wolfsburg et donc Crystal Palace depuis 2024. Quel est son niveau, son évolution depuis qu'il a rejoint la Première Ligue? Écoute, je pense que si jamais tu poses la question à ceux qui suivent Crystal Palace, et pas seulement à leurs supporters, ils te diront tous que c'est un succès, que son adaptation a été quasi parfaite. Il faut dire qu'il était quand même aux côtés d'un des meilleurs défenseurs centraux de Première Ligue pendant un certain temps, qui était Gueye, en l'occurrence, qui est parti à Manchester City maintenant. Alors, dans un système, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est de voir un petit peu comment il va se dépatouiller dans un système à la Didier Deschamps, parce que les Crystal Palace joue avec une défense à 3 ou à 5. Donc, ça va être intéressant de voir un petit peu comment ça va se passer à ce niveau-là. Mais bon, performance de très, très bonne qualité. Je regardais, avant de te parler un petit peu, tu vois ses notes sur l'ensemble de la saison par rapport aux autres joueurs de Crystal Palace et au niveau des stats et tout ça. Et en fait, il est toujours parmi les 3 ou 4 meilleurs joueurs de Crystal Palace dans quasiment toutes les rencontres qu'il a disputées. Okay. Très solide. Ouais. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que j'imagine que Crystal Palace, c'est pas le club le plus médiatisé qui soit, malgré le succès en FA Cup de l'année dernière contre Manchester City, un succès dans lequel, au passage, Maxence Lacroix a joué un rôle déterminant. Mais tu auras vu peut-être le penalty et le carton rouge contre Manchester United, la faute sur Cunha.
Et c'est pas ça qu'il faut retenir de Maxence Lacroix. D'abord, ce pénalty était extrêmement sévère. Et ensuite, de quoi c'est pas du tout le Lacroix qu'on a l'habitude de voir, qui est un joueur très athlétique, énormément de présence dans les duels aériens, bon balle au pied, dangereux sur les coups de pied arrêtés. Il peut également, il a un rôle à jouer. Il marque pas énormément de buts, mais c'est toujours un poison pour les défenses adverses dans ce type de situation. Et je te dirais 2 saisons, on va pas dire parfaitement réussies, mais extrêmement réussies de Maxence Lacroix avec Crystal Palace, qui est un des joueurs auxquels les supporters de Crystal Palace tiennent beaucoup et qui n'ont absolument aucune envie de voir partir pour d'autres cieux. On verra, parce qu'il a la cote, et c'est Ouais, pas c'est cette ce sélection que. avec l'équipe de France qui changera les choses, parce que quand tu parles de sélection équipe de France, il ne faut pas oublier quand même qu'il a été avec des sélections de jeunes aussi, hein, Oui, tout à fait. des Bleuets et compagnie. Mais là, tout d'un coup, on va peut-être en parler un petit peu plus, et les gens vont se rendre compte que, quand on regarde un peu plus près la qualité de ses performances et la régularité en plus de ses performances dans une équipe de Crystal Palace euh, qui a été, je dirais, qui a surperformé lors des 2 dernières saisons, hein, Ouais. on va peut-être se poser des questions sur peut-être que ça vaudrait le coup de s'intéresser à son cas d'un peu plus près. Ouais, justement, j'allais te poser la question. Est-ce qu'avant l'annonce de cette sélection, c'est un joueur dont on commençait éventuellement à parler dans des clubs d'un niveau un petit peu Oui, supérieur en première ligue? bah oui, parce que si tu veux, il a été très remarqué. Encore une fois, c'est la constance, la régularité Ouais. de ses prestations. Et il en impose. C'est un joueur qui a de la stature, tu sais, pas seulement physiquement, mais également par sa personnalité. Mhm. Euh, et tu sens sa présence. Et en plus de ça, pas mal habile du tout, balle au pied, ce qui est quand même pas négligeable de nos jours. Et du coup, oui, mais on en parle. De toute façon, on en a beaucoup plus parlé en Angleterre qu'en France, j'imagine, où il Ouais. est un petit peu passé sous le radar de la plupart des observateurs. Tu vois, je pense même qu'il y a 1 an, peut-être, tu disais, oui, Maxence Lacroix, ils ont dit, ah oui, c'est qui celui-là? Tu expliques, il est titulaire dans la défense de Crystal Palace. Voilà qui c'est, aux côtés de Marc Guéhi. Donc, si tu veux, je pense qu'il y a en effet de ce côté-là, il était un petit peu anonyme en raison aussi de son parcours assez inhabituel. Ce show Mm. Wolfsburg-Crystal Palace, c'est pas la voie royale, mais d'un autre côté, ça a de la gueule. Et je pense que la destination à suivre sera peut-être un petit peu plus prestigieuse que celle où il se trouve en ce moment. Ouais, on va suivre avec beaucoup d'attention la suite de son parcours à Maxence Lacroix et éventuellement ses premières minutes en Mmh. équipe de France, bien évidemment. Merci beaucoup, Philippe. Ça nous a permis déjà d'y voir un petit peu plus clair, de savoir à quoi s'attendre avec Maxence Lacroix. Merci pour tes analyses Ouais. sur le foot anglais. Et puis, on se retrouve très vite dans Tour d'Europe. Bonne semaine à toi, Philippe, et bonne trêve internationale. Allez, l'Espagne et la Liga désormais avec notre spécialiste du foot espagnol, Ana Caro. Salut Ana, j'espère que le week-end s'est bien passé de ton côté également et que tu as vu du bon foot espagnol. Ouais, franchement, on s'est bien régalé ce week-end. On a fini avec un derby madrilène, ma foi, très sympa. Donc, franchement, non, très très bon week-end de Liga. On va en parler évidemment de ce derby. D'abord un petit mot sur l'actu la plus chaude puisque c'est tombé là ces dernières heures. C'est la confirmation qu'Antoine Griezmann va bien signer à Orlando City en MLS, mais l'été prochain, pas en plein milieu de saison. Raconte-nous un petit peu parce que je crois qu'il va être autorisé à aller signer son contrat tranquillement pendant la trêve internationale. Ouais, alors on ne sait pas vraiment si c'est pour signer son contrat ou voilà, rencontrer les dirigeants, regarder les infrastructures, mais en tout cas, on sait plus ou moins que c'est fait finalement avec Orlando. Ce qui est un peu étonnant, c'est vrai que c'est le timing de cette annonce de l'autoriser à voyager pendant la trêve internationale. Bon, alors c'est quelque chose que lui, Antoine Griezmann, fait très souvent. Très souvent, on le voit aller aux États-Unis pendant les trêves internationales, donc c'est de ce côté-là pas surprenant, c'est plus le pourquoi il y va qui est surprenant. Et le timing est un peu étrange dans la mesure où l'Atlético est encore en jeu dans 2 Mhm. compétitions, en Ligue des Champions, surtout en Copa del Rey, et que Antoine Griezmann veut absolument remporter un trophée avant de quitter l'Atlético. Mais donc du coup, cette signature acte plus ou moins que lui, il a fait une croix sur son étape à l'Atlético, qu'elle se finisse bien avec des trophées, avec ce dont lui il rêve finalement,
ou pas, hein, parce que du coup, ce contrat, il sera signé, il va partir, en juillet à Orlando et c'est vrai que c'est un peu étonnant, surtout de le faire là, alors qu'effectivement, il y a une finale à disputer en Copa del Rey. Bon, côté du club à l'Atlético, on accepte tout parce que c'est Antoine Griezmann, c'est le meilleur buteur de l'histoire du club. Il peut faire ce qu'il veut finalement, c'est tellement une légende au sein de l'Atlético que on lui laisse passer ça, mais c'est vrai que la sortie est encore un peu bizarre et on en parlait l'autre fois de Griezmann qui doit soigner ses sorties. Bah, voilà, c'est sans Ouais. doute un peu dommage de le voir bah, déjà plus ou moins s'affilier avec un autre club alors qu'il n'a pas fini son histoire avec l'Atlético. Bon, il sera vite pardonné s'il y a un titre majeur sur cette fin de saison. L'Atlético, continuons d'en parler, puisque évidemment, dimanche soir, le match qui nous intéressait, c'était ce derby madrilène entre le Real et l'Atlético. Victoire 3-2 du Real. Il s'est passé pas mal de choses un petit peu dans ce match. Est-ce qu'à l'arrivée, c'est une victoire méritée du Real? Résume-nous un petit peu ce qu'on a vu dimanche. Ouais, alors si on regarde franchement le jeu, c'est une victoire plutôt méritée du Real Madrid, surtout qu'en première période, ils ont vraiment montré des belles choses, le Real. Alors l'Atlético aussi, hein, mais c'était vraiment un beau match déjà globalement, et on a vu une encore très belle équipe du Real Madrid qui enfin arrive à enchaîner les performances de très haut niveau. Le Real collectivement s'en est très bien sorti. Mbappé est rentré en fin de match. Et l'Atlético, à l'inverse, on a le sentiment que l'équipe s'est un peu essoufflée au fil de la rencontre et un peu perdu le fil de la rencontre, alors même qu'il y a eu ce carton rouge contre Fede Valverde et que donc les hommes de Diego Simeone ont fini la rencontre en supériorité numérique. Donc c'est sans doute un peu dommage, mais vu le discours d'avant-match de Diego Simeone, qui laissait plus ou moins entendre qu'il allait, entre guillemets, bazarder la rencontre parce que bah, la Liga, finalement, c'est déjà fini hein, pour l'Atlético, ils le savent. Bah, finalement, on a eu un match qui était quand même très très sympa, des très beaux buts. Si vous n'avez pas vu le match, je recommande. Ouais. Euh, et, et, et finalement, on a quand même eu de la concurrence. Là, hein, on pouvait s'attendre à un match à sens unique pour le Real Madrid. Sans doute dommage que l'Atlético ait lâché en fin de match euh, parce qu'on aurait pu peut-être avoir un peu plus de folie en fin de match, comme c'est parfois le cas dans ces derbys. Mais le Real a vraiment su faire preuve de résilience. Et c'est vrai que collectivement, c'est quelque chose qui manquait aussi sans doute à Arbeloa d'avoir ce supplément d'âme de ces joueurs qui sont capables de tenir un score malgré l'infériorité numérique, malgré certaines décisions arbitrales que eux, les joueurs du coup du Real contestent, mais ils ont su rester dans leur match et faire le dos rond entre guillemets. Et c'est vrai que bah, ça c'est pareil, c'est une bonne nouvelle on va dire pour la suite de la saison du Real Madrid. Tu l'as dit, Anna, Mbappé était sur le banc au coup d'envoi, il est entré en fin de match, c'est la deuxième fois de suite que ça se passe comme ça, deuxième match de suite. Avant ça, il y avait eu ces 5 matchs voilà, où il était absent pour blessure. Et forcément, le sujet dont on parlait déjà avant la rencontre, c'est celui du niveau du Real, du niveau de certaines individualités. On pense aussi à Vinicius Junior sans la star Kylian Mbappé, un niveau qui est plutôt pas mal dans un cas collectif comme individuel. Est-ce que c'est un peu malhonnête de se poser cette question d'un Real meilleur sans Mbappé, ou est-ce qu'on commence à avoir pas mal de matière pour l'affirmer? Alors ça va vraiment dépendre de qui on écoute, en tout cas ici en Espagne, parce qu'il y a vraiment effectivement un clan, on va dire, enfin un groupe de supporters du Real Madrid qui en ont eu un peu marre de tout ce qui s'est passé en début de saison avec bah, finalement les starlets du Real Madrid qui ont plus ou moins fait tomber hein, Xabi Alonso, dont Vinicius était membre quand même de ce Ouais. groupe-là de joueurs qui faisaient front à Xabi Alonso. Et c'est vrai que du coup, il y a un peu un climat global dans certains groupes de supporters, certaines franges des supporters du Real Madrid, de se dire, mais en fait, finalement, bah là, on a le Real a très bien joué sans Mbappé, sans Bellingham, qui est aussi très, très critiqué de la part des supporters, et de se dire, bah, en fait, ça y est, on a trouvé notre rythme de croisière, on a trouvé notre système de jeu aussi, ce qui était beaucoup le problème en début de saison. Donc, est-ce qu'on a vraiment besoin
de Mbappé? Est-ce qu'on a vraiment besoin de Bellingham? Et c'est vrai que, bah, la question se pose et pour ce qui est de Bellingham, je mettrai pas ma main à couper qu'il réintègre le 11 très facilement parce que vraiment même, Arbeloa a évoqué son cas en conférence de presse en disant qu'il va falloir lui trouver une place dans le 11, qu'il va falloir plus ou moins réadapter son 11 pour le faire jouer. Alors si on prend Mbappé, lui part avec quand même une longueur d'avance parce que bah, tous les points que le Real Madrid a engrangés en Liga en début de saison, c'est grâce à lui parce qu'on était dans un Real qui était moribond. Si le Real est encore en lice en Liga, parce qu'ils ont 4 points d'écart avec le Barça qui est en tête, c'est grâce à Mbappé. Hier, Josep Pedrerol, le présentateur de Chiringuito, disait que c'était même Arbeloa qui avait perdu la Liga en forçant sur Mbappé lors de certains matchs qui n'étaient pas forcément très utiles, parce que du coup, bah, les 5 matchs où Mbappé n'est pas là, le Real perd des points vraiment cruciaux pour la suite de la Liga. Et bah, ça se ressent encore aujourd'hui, même si Mbappé revient à son meilleur niveau et normalement devrait très vite réintégrer le 11 parce que c'est ce qu'a dit Arbeloa. Il a dit on ne peut pas se passer du meilleur joueur du monde. Euh, le Real a perdu des points dans sa course à la Liga et du coup il y a un autre clan du coup à Madrid qui dit bah en fait non mais Mbappé il est pas tout puissant mais il est essentiel à ce Real Madrid et c'est difficile de faire sans lui et il y a aucun doute sur le fait qu'il retrouve le 11 et qu'il retrouve aussi son niveau de performance. Bon, en tout cas, sans lui ou avec lui sur le banc, il y a eu 7 matchs, 6 victoires du Real, mais une défaite qui, il est vrai, a fait mal. Je voudrais peut-être poursuivre un peu sur le cas particulier Vinicius, qui lui est quand même en grande forme. Il reste sur 2 doublés. Est-ce qu'il y a vraiment un Vinicius avec et sans Kylian Mbappé? Ah bah c'est très clairement, on voit que Vinicius est beaucoup plus libéré quand Mbappé n'est pas là, mais c'est pas surprenant dans la mesure où on disait déjà qu'à certains moments, il se marchait sur les pieds, hein, finalement, Ouais. parce qu'il y a ce fameux appel du couloir gauche. Le système aussi fait qu'il est beaucoup plus libre parce que cette espèce de 4-4-2 qu'a mis en place Arbeloa fait que bah, le Vinicius évolue au sein de un des deux de devant et lui, il a une liberté quasiment totale de faire ce qu'il veut. Et ça rend le Real aussi d'autant plus imprévisible parce que bah, avant, il y a cette connexion naturelle avec Mbappé et on sait plus ou moins que les ballons allaient arriver dans les pieds du Français. Là, depuis que Mbappé n'est plus là, depuis son absence, il y a beaucoup de buteurs différents qui sont révélés au Real Madrid. Et ça, c'est une nouvelle force aussi du Real parce que c'est Luis Enrique qui en parle souvent de dire qu'il préfère avoir 5 joueurs qui marquent 10 buts qu'un joueur qui marque 50 buts. Bah, là, ça s'est ressenti aussi parce que le Real Madrid est beaucoup plus imprévisible dans cette configuration-là. C'est Brahim Diaz qui obtient le penalty. Bon, certes, il y a le doublé de Vinicius, mais c'est aussi un but de Fede Valverde. Donc finalement, on retrouve plusieurs buteurs différents et qui aident clairement le Real bah déjà avoir un niveau de jeu supérieur, notamment au niveau du milieu de terrain, parce qu'avoir 4 milieux de terrain, ça aide énormément le Real vu la difficulté en début de saison. Mais du coup, il y a ce côté aussi beaucoup plus imprévisible avec des joueurs qui n'hésitent plus à se projeter parce que le système aussi leur permet. Mais quelle sera la place de Mbappé dans ce schéma tactique-là? Bah, c'est vraiment toute la grande question et c'est vraiment la question que tout le monde se pose ici. Bon, et on va peut-être un peu moins se la poser durant cette trêve internationale. On va finir là-dessus, sur cette Roja qui affrontera donc la Serbie et l'Égypte en match amicaux. C'est quoi tout simplement les enjeux autour de cette semaine internationale pour l'Espagne? Bah, les enjeux sont surtout pour les petits nouveaux qui débarquent dans la sélection et il Ouais. y en a un qui va être particulièrement scruté, c'est Johan Garcia, le gardien du Barça, parce que jusque-là, lui, il n'était pas en sélection, parce que Luis de la Fuente, un peu en conservateur à la Deschamps, hein, on va dire, préférait tourner avec son groupe de gardiens qu'il avait à lui, qui s'entend bien, voilà, qui vit bien ensemble, sans vouloir perturber voilà, le groupe. Johan Garcia, ça fait quand même quasiment un an que en Espagne, on parle de lui
pour au moins intégrer la Roja, parce que bon, peut-être pas faire de lui le numéro 1, mais voilà, qu'au moins il soit convoqué avec la Roja. Et là, ça y est, il l'est. Le Barça a vraiment tout fait pour qu'il y soit, parce qu'on se rappelle qu'il est sorti sur blessure contre Newcastle. Il y a eu un communiqué qui a été publié directement le lendemain pour dire qu'il avait rien de grave. Lui, à l'issue du match qu'il a joué ce week-end contre le Rayo, il a bien dit qu'il n'avait rien, parce que voilà, c'est très important que Johan Garcia soit à cette trêve, qui fasse ses preuves, parce qu'il a énormément à gagner, d'autant que les autres gardiens de la Roja, et notamment Unai Simon, qui est le numéro 1, Unai Simon ne fait pas une bonne saison, est loin d'être unanime, de faire l'unanimité en tant que numéro 1 de la Roja. Donc il y a une place à prendre, et c'est vraiment le gros enjeu de cette trêve internationale pour l'Espagne, qui en plus au final va jouer des matchs amicaux sans trop d'importance parce que cette finalissima a été annulée. Donc il y a vraiment la place pour Johan Garcia d'émerger, pourquoi pas de basculer toute la hiérarchie à quelques mois du mondial. Il y a aussi la place peut-être pour d'autres joueurs de s'affirmer. On pense notamment à Ander Barrenechea, le joueur de la Real Sociedad, qui a été appelé pour la première fois et qui lui va avoir le rôle assez compliqué de remplacer Nico Williams, qui pour l'instant est blessé, qui a une pubalgie. Il n'y a pas de date retour fixée pour Nico Williams, donc il y a une possibilité que Barrenechea aille au mondial. Donc voilà, c'est vraiment pour ces rôles clés, ces postes clés titulaires où il y a des incertitudes, que tout va se jouer pour la Roja. Ce sont des matchs amicaux, mais c'est vrai qu'il y a un énorme enjeu au niveau surtout individuel pour les joueurs, plus qu'au niveau de la performance, on va dire, pure et dure. Effectivement, on va suivre ça de près quand même, parce qu'évidemment l'Espagne sera l'un des grands favoris de ce mondial nord-américain cet été. Merci beaucoup Anna pour toutes tes analyses. On te retrouve très vite dans Tour d'Europe, et nous on va aller conclure l'émission du côté de l'Italie pour parler d'un pays sous pression dans ses barrages à la Coupe du Monde. Salut Anna. Allez, on termine ce Tour d'Europe du côté de l'Italie et on rejoint notre spécialiste du foot italien, Guillaume Pacini. Salut Guillaume, j'espère que ça va. En tout cas, je vais t'épargner encore quelques minutes. On va pas parler tout de suite de ce match qui fait trembler toute l'Italie en barrage pour la Coupe du Monde. On va d'abord tranquillement parler de Serie A. Raconte-nous ce qu'on retient de ce week-end, de ce qui s'est passé en championnat. Alors, Arthur, la première chose, c'est qu'on n'est pas obligé de parler de ce qui va se passer en fin de semaine, donc je ne te sens pas contraint d'évoquer le match de l'Italie. Mais pour revenir à la Serie A, écoute, c'est un week-end important, mine de rien, parce qu'on a terminé cette 30e journée de Serie A avec le nul de l'Inter contre la Fiorentina. Et mine de rien, l'Inter, sur les 3 derniers matchs, c'est 2 nuls, 1 défaite dans le derby. L'AC Milan est à 6 points, le Napoli est à 7 points. Il reste 8 journées. Alors, lors de la prochaine, il y a ce choc entre justement l'AC Milan et le Napoli. Donc, l'Inter pourra en profiter, sauf que l'Inter va jouer la Roma. Donc voilà, on sent quand même que pour le titre, c'est pas totalement fermé. On voit bien que l'Inter a de l'avance, mais on sent qu'elle patine. On sent que le fait qu'elle ait plus avec des champions, finalement, ça n'a pas non plus aidé à récupérer des forces physiques. Donc, 6 points d'écart à 8 journées de la fin, Arthur. Écoute, rien n'est impossible, donc à surveiller. Mais c'est vrai que l'Inter, le leader, patine. Et derrière, Antonio Conte et le Christian du Napoli, il a dit, ça coûte rien de regarder devant. Donc voilà, il met un peu de pression gentille sur l'Inter. Mais en tout cas, c'est pas totalement fini. On va dire que c'est légèrement rouvert pour le titre. Écoute, on n'est pas contre ce petit suspense un peu inattendu sur cette fin de saison de Serie A. L'AC Milan, tu en parlais, l'AC Milan qui a battu le Torino ce week-end avec notamment un but du Français, Youssouf Fofana. Et il a fait parler de lui, Fofana, dans une interview accordée à nos confrères de l'équipe, puisqu'il disait qu'en gros, il passait un peu sous les radars, parce que l'Italie était moins médiatisée en France ces derniers mois, notamment pour des problèmes de droits de diffusion. Il ne sera pas dans la liste de Didier Deschamps sur ce rassemblement du mois de mars. Est-ce que, vu d'Italie, Fofana ressemble au grand oublié de la liste de Deschamps, Guillaume ? En tout cas, c'est comme ça que lui le perçoit. En Italie, on va en parler d'ici peu, on a d'autres problèmes à gérer que le cas Fofana avec l'équipe de France. Mais en tout cas, oui, lui le perçoit comme ça. L'interview à l'équipe est intéressante parce que
Cette saison, il a changé de position, il joue un peu plus haut sur le terrain, il est relayeur. Donc, la saison dernière, il était dans un 4-2-3, un 2-1 défense. Cette année, il est dans un 3-5-2 relayeur. Donc voilà, il l'a dit, ça change complètement mon poste. Et lui a peur que ça le biaise un peu parce que voilà, on ne sait pas trop sur quelle pédance avec lui. Ce qui est certain, c'est que Fofana, alors, il connaît une saison un peu mitigée parce que c'est vrai que devant le but, il est parfois un peu moqué parce qu'il est un peu maladroit. Alors que pourtant, il fait globalement des bons matchs. Il est décisif dans tout ce qui est dernier geste. Il fait beaucoup de passes décisives cette saison. Donc, globalement, il est quand même sur une saison plutôt bonne, plutôt réussie. Ouais. Et c'est vrai que cette interview, Arthur, c'est aussi pour dire à Didier Deschamps, bah, je suis là, n'oubliez pas. Tu l'as dit, des problèmes de diffusion. C'est vrai que même en général, la série est quand même moins répandue en France qu'il y a quelques années, parce que c'est un championnat quand même qui est globalement sur le déclin. Il n'y a pas une équipe en quart de finale de Ligue des Champions. Mais c'est vrai que Fofana, aujourd'hui, il le perçoit un peu comme ça. Donc, il essaie de dire à Didier Deschamps, bah voilà, je suis là, je suis titulaire quand même dans un grand club européen, alors qu'il ne joue pas de Coupe d'Europe cette saison. Mais en tout cas, lui, voilà, il a envie de se faire entendre et de dire, bah, voilà, pourquoi pas. Lui, il croit en tout cas à la Coupe du Monde. Il a dit j'espère toujours faire partie de ce groupe-là. C'est quand même un international français qui a voilà, un certain vécu à Clairefontaine avec le groupe de Dédé. Donc, voilà, il est quand même sur plutôt une bonne saison. Il a évidemment des choses à corriger, notamment dans la finition. Mais encore une fois, voilà, nouveau poste, nouvelle vision de jeu, nouvelle prérogative. Donc, c'est pas évident pour lui. Mais voilà, en tout cas, du point de vue de Youssouf Fofana, cette trêve-là, elle est un peu difficile à vivre parce qu'il se sent un peu oublié justement par l'équipe de France et aussi globalement par la France. Voilà, il se dit, mais voilà, moi aussi je suis là. Donc, on sent que c'est un appel du pied à Dédé en vue du voyage aux États-Unis. Ah, c'est vrai que vu de France, on a plus parlé de la non-sélection peut-être de Corentin Tolisso plutôt que de celle de Youssouf Fofana. Et on précise d'ailleurs, puisqu'on parle de Sierra, que Manu Koné, milieu de la Roma, est forfait pour ce rassemblement, mais Oui. que Deschamps ne le remplacera pas parce qu'il avait pris un groupe élargi pour pallier à cet éventuel forfait notamment. Bon Guillaume, on y est là cette fois, on peut plus esquiver le sujet. On va parler de cette demi-finale de barrage pour la Coupe du Monde qui attend l'Italie. Donc ce sera jeudi soir à Bergame, si je dis pas de bêtises, face à l'Irlande du Nord. Bon, j'imagine qu'on est sous tension plus du côté de l'Italie. Raconte-nous Guillaume comment tout ça se prépare, comment on vit l'approche de ce match évidemment crucial. Eh ben, c'est la grande peur ici, Arthur. C'est les fantômes du passé qui reviennent. C'est les 2 derniers barrages contre la Suède et la Macédoine du Nord. Donc, oui, il y a une grande crainte ici de ne pas disputer la prochaine Coupe du Monde parce qu'on n'y est plus habitué, parce que depuis 2006, c'est une seule victoire en phase de groupe contre l'Angleterre en 2014. Et c'est vrai que si on fait une revue d'effectifs, on voit bien que voilà, on a des leaders qui ne sont pas en grande forme. Nicolo Barella avec l'Inter n'est pas en forme. Manuel Locatelli avec la Juve a raté un pénalty important cette année contre Sassuolo. Gianluca Scamacca, il est un peu blessé, donc on ne sait pas s'il fera encore partie du groupe en attaque. Moiskin, il ne vit pas non plus un super moment avec la Fiorentina. Gianluca Mancini en défense, il s'est blessé avec la Roma dimanche contre Lecce. Et donc, même d'un point de vue des troupes, voilà, si on fait une revue d'effectifs, on n'est pas sur une équipe d'Italie. Alors déjà, qui souffre de carences assez grandes, au point que Arthur, il faut le préciser, que Gennaro Gattuso pensait à rappeler Marco Verratti. Donc c'est pour te dire à quel point l'Italie aussi a besoin de ce côté un peu leadership, de se dire ben voilà, va falloir qu'on y aille parce que c'est un groupe qui n'a pas l'habitude de disputer la Coupe du Monde. Donc oui, c'est vraiment la grande peur. Et face à un adversaire finalement qui est largement abordable. J'ai fait un peu les comptes, Arthur. L'Irlande du Nord, c'est 4 joueurs seulement qui évoluent en première division, une quinzaine qui évoluent en deuxième. Donc quand même, on est sur un adversaire abordable en demi-finale à domicile. Ce qui fait peur, Arthur, c'est la finale, parce que la finale, elle sera à l'extérieur. Et ça, ce serait notre paire de manches, parce qu'on sait bien que c'est pas tant la qualité, alors évidemment qu'elle manque à l'Italie, mais pour battre des adversaires, on va dire, abordables, on peut le faire. On était plus fort que la Macédoine, on était plus fort que la Suède. Ce qui fait peur, c'est vraiment la pression morale, mentale, et le fait que toute l'Italie, jeudi, va trembler, parce qu'on sait bien que cette équipe, dans ces moments coup près, elle a tendance à se liquéfier et on espère que Gennaro Gattuso, le nouveau sélectionneur, l'ancien coach de l'OM, va parvenir, on va dire, à motiver ses troupes et
et on va dire à ne pas mettre une pression excessive pour pas que les jambes tremblent. Ce sera une éventuelle finale de barrage contre le Pays de Galles ou la Bosnie-Herzégovine. Ce serait le 31 mars. Tu nous parlais un petit peu des leaders. Sur qui va s'appuyer Gennaro Gattuso pour essayer de diffuser un petit peu du calme dans ses troupes? Quels sont les joueurs sur lesquels on va se reposer? Parce que c'est vrai que quand on voit les listes de l'Italie depuis quelques mois, depuis quelques années, vu de France et vu d'assez loin, on n'est pas franchement impressionné par les noms qu'on voit sur la liste. Bah, le leader de cette sélection, Arthur, c'est Gianluigi Donnarumma, qui est le joueur, voilà, qui a le plus d'expérience quasiment, alors que ouais, il est pas très vieux, Gianluigi Donnarumma, mais c'est vrai que c'est un peu le classe de ce groupe-là. Les leaders aussi. Alors, il y aurait pu y avoir Giovanni Di Lorenzo que Napoli, mais qui s'est blessé, donc il ne sera pas là. Verratti devait être là, mais voilà, il lui aussi pourra pas faire partie du groupe. Donc, il y aura Barella, il y aura Di Marco, je parlais de Locatelli avant, lui aussi il fait partie quand même des leaders de ce groupe-là. Donc voilà, il y aura Sandro Tonali, évidemment, mais Sandro Tonali, il est sorti contre le Barça la semaine dernière en Ligue des Champions. Alors, Ouais. il devrait être remis, mais il ne sera pas à 100%. Et ça aussi, ça sera un gros coup de moins bien pour l'Italie, parce que Tonali, aujourd'hui, c'est quasiment un des meilleurs de l'effectif, donc, et il fait partie des leaders. Donc, en fait, au-delà des leaders, Arthur, ce qui fait vraiment peur, c'est parce que ces leaders-là, on les a vus trembler aussi dans des moments décisifs. On les a vus trembler contre la Norvège, on les a vus trembler dans les moments, on va dire, coup près même des qualifications, de la campagne de qualification de l'Italie. Donc, en fait, ce qu'on ressent ici en Italie, c'est vraiment le poids des jambes qui tremblent. On voit bien que Ouais. dès que le barrage arrive, tous les joueurs, peu importe l'expérience qu'ils ont, parce que Di Marco, il a fait la dernière finale des champions avec l'Inter, même les deux dernières finales. Barella, il a fait les deux dernières finales de la Ligue des champions avec l'Inter. Donc, c'est des joueurs qui ont de l'expérience. C'est des joueurs qui peuvent battre l'Irlande du Nord, qui peuvent battre la Bosnie, qui peuvent battre le Pays de Galles. Le problème, c'est que plus le temps passe, plus la pression de ne pas disputer la Coupe du Monde pour une sélection qui est quand même quadruple championne du monde, plus le temps passe, Arthur, plus la pression se fait sentir. Et le poids de l'histoire pour ce groupe-là, jeudi, sur les épaules, il va être énorme. Et moi, te dire que je suis optimiste, ce sera un mensonge, parce que voilà, l'expérience m'apprend que les derniers barrages, depuis, j'ai cessé de l'être. Mais je sens vraiment sur ce groupe-là la pression de l'événement et du poids de l'histoire. Et Gianluigi Buffon, qui va accompagner ce groupe-là parce qu'il fait partie de la délégation, il accompagne la délégation. On sait que le président Gabriele Gravini de la fédération sera là aussi dans le groupe à Coverciano. Buffon, il a dit, voilà, ce groupe, s'il est à 100% face à l'Irlande, ça peut passer. Donc, tu vois, lui aussi, il essaie de tempérer un peu les ardeurs autour de ce groupe-là pour dire, ne nous mettons pas une pression excessive parce que ces joueurs-là, peut-être qu'ils ne la supporteront pas. Donc, tout ce que je peux dire, c'est qu'en Italie, on tremble beaucoup, mais qu'on a espoir quand même d'enfin disputer une Coupe du Monde. La dernière, c'est 2014. Et je le répète, depuis la finale 2006, c'est 0 huitième de finale et c'est 2 éliminations en phase de poule et une seule victoire en 2014 contre l'Angleterre. Donc, pour une nation comme l'Italie, ça fait un peu tâche. Effectivement, comme tu le dis. On sera en double écran peut-être jeudi, parce qu'il y a Brésil-France, mais cette Italie-Irlande du Nord, on a quand même très très envie de le suivre aussi et de voir si la Nazionale ira un peu plus loin dans ce processus de barrage. Merci beaucoup Guillaume. On va te laisser reprendre ton souffle, te calmer avant ce match de jeudi, et puis on te retrouve très vite dans Tour d'Europe, j'espère, pour parler de bonnes nouvelles sur le football italien. Merci Guillaume, nous on va conclure cette émission. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. On vous le rappelle, vous aurez les meilleurs moments de cette émission en petite pastille vidéo sur eurosport.fr. Continuez de nous suivre chaque semaine, de commenter, de partager. Ça nous aide beaucoup. Vous aurez aussi le FC Stream Team vendredi. Bonne semaine à toutes et à tous. Bonne trêve internationale et à lundi prochain. Salut.